Bonjour, merci de nous retrouver pour cette seconde table ronde organisée par la Sfen Aquitaine, avec celle-ci a pour thème, l'emploi et la formation liée à l'énergie. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, je m'empresse de céder la parole à M. Bernard Roustit, qui est le président de la Sfen Aquitaine. Bernard, c'est à vous. Bernard Roustit. Bonjour, merci Martial. Je m'appelle Bernard Roustit. Je suis le nouveau président de la Sfen Nouvelle-Aquitaine, ce groupe a redémarré il y a 5 ans. Cette table ronde est sur l'emploi, l'innovation et la formation. Elle reprend que quelques points de notre territoire très dynamique avec beaucoup d'exemples. Alors, nous aurons bientôt un nouveau cahier des charges et je pense que je devrais voir une diapositive, voilà, pour décrire un petit peu l'activité que l'on a chez nous. Donc, effectivement, on a 2 centrales nucléaires, 2 sites de production d'électricité, une à Civaux, vers Poitiers, et une autre sur Blayais, dans le Nord Gironde. On a le CEA, qui est à Cestas, avec le laser Magajoule, le CEA Tech, qui dépend aussi du CEA, qui développe beaucoup d'activités nouvelles qui touchent à l'énergie au sens large, la roue des lasers, dont on a parlé tout à l'heure, Orano, qui est à Bessines, à côté de Limoges. Et puis on a aussi la faculté de Bordeaux, qui est donc sur Talence, avec d'autres centres de formation qui forment sur le nucléaire, avec, je dirais, le fameux campus des métiers dont on va parler tout à l'heure, donc j'en parle pas beaucoup plus. Et puis le centre d'études nucléaires de Bordeaux-Gradignan, qui est une émanation de la faculté, qui fait beaucoup de recherches, je dirais, de haut niveau sur la partie nucléaire. Voilà, donc on a plus de 100 entreprises qui travaillent autour des différents sites, qu'ils soient EDF ou non EDF, et ces 100 entreprises sont animées autour d'un réseau qui s'appelle soit le GIE, des entreprises du travail dans le nucléaire, GIE Atlantique, qui travaillent autour des centrales nucléaires, soit, je dirais, d'autres entités qui sont regroupées autour des sites, comme Bessines. Donc, la Sfen, en Nouvelle-Aquitaine, c'est beaucoup de bénévoles, des jeunes sociétaires qui sont surtout de la faculté de Bordeaux. Et ensuite, on a bientôt un réseau WinFemina dont on vous parlera bientôt. Je vous remercie. Je passe la parole à Martial Maury pour commencer cette table ronde. Merci, Monsieur le Président. Donc, nous allons maintenant aborder les thèmes de l'emploi et de l'innovation. Et pour cela, nous avons virtuellement réuni, avec tous les aléas techniques que cela peut représenter, Madame Lydia Hérault, qui est conseillère régionale de Nouvelle-Aquitaine et présidente de la communauté commune de l'Estuaire, qui a sur son territoire le CNPE du Blayais. Bonjour Lydia. Bonjour. Monsieur Olivier Massé, qui est directeur chez Orano Group, qui est situé dans le Limousin, qui fait partie de la Nouvelle-Aquitaine maintenant. Bonjour Olivier. Tout à fait. Également Madame Lydie Barbeau, qui est directrice opérationnelle du campus des métiers et des qualifications d'excellence, mention maintenance en environnement sensible, qui est basée sur Blaye en Gironde. Bonjour Lydie. Bonjour à tous. Bon. Alors, comme pour la table ronde précédente, vous pouvez poser les questions que vous souhaitez en vous connectant donc sur le site sur lequel vous êtes connecté. Il suffit d'enlever le plein écran et vous avez les questions qui apparaissent et qui seront posées à la fin de l'intervention. Donc, nous allons commencer ce tour de table par vous, Madame Hérault. Donc, vous êtes à la fois élue locale en tant que présidente de la communauté de communes de l'Estuaire, qui porte bien son nom, qui est sur l'estuaire de la Gironde, et qui bénéficie de la présence sur une de ces communes du CNPE du Blayais. Et vous êtes également conseillère régionale de Nouvelle-Aquitaine. Alors, la question que j'ai envie de vous poser, c'est quel est l'impact au niveau local et régional de l'industrie nucléaire sur ce territoire, sur cet ensemble de territoires? Alors, juste un mot d'abord pour vous remercier de l'invitation et excuser le président Alain Rousset qui m'a demandé de le représenter puisqu'il n'était pas disponible pour cette table ronde.
en fait, au niveau Nouvelle-Aquitaine, donc dans cette belle et grande région dont effectivement là, le CNPE occupe une place un peu centrale géographiquement, on est un peu au milieu de cette grande zone. Mais au-delà de ça, la région Nouvelle-Aquitaine et EDF sont engagés depuis 2019 dans un cadre partenarial sur des axes qui reprennent ce dont il est question aujourd'hui, puisque c'est sur la prospective, l'efficacité énergétique, le développement des énergies renouvelables, mais aussi l'innovation, le développement territorial, économique et environnemental, et évidemment aussi l'orientation, la formation et l'emploi, donc et aussi les mobilités électriques et hydrogène. Donc voilà. Donc on est aussi sur d'autres formes d'innovation et d'énergie future. Donc on regroupe toutes ces questions et effectivement, si on fait un focus plus sur le territoire de la communauté de communes de l'Estuaire où est implanté le CNPE du Blayais et plus largement, on va dire le Blayais et la Haute-Gironde, toutes ces questions, évidemment, sont centrales dans le développement de ce territoire. J'étais ce matin avec les 14 maires de ma communauté de communes et c'est évidemment, il a été question de se positionner, on va dire, et de réfléchir ensemble sur l'avenir, effectivement, de ce site du CNPE, puisque là, on est dans une phase, il y a le grand carénage, hein, je pense que vous en avez déjà parlé peut-être sur la première table ronde, avec sur une dizaine d'années 1000 emplois supplémentaires, donc des besoins en formation, des besoins, des retombées économiques très importantes, puisqu'il va y avoir des gens qui vont se former pour travailler là, il va y avoir des gens qui vont arriver de l'extérieur, qu'il faut loger, enfin voilà, toute une dynamique qui se crée autour, et donc on est très mobilisé là-dessus. Et puis après, il y a l'avenir des centrales nucléaires dont il faudra parler un jour aussi, et donc on se pose beaucoup de questions, les élus, parce qu'effectivement, la dynamique qui est créée autour, on le voit avec effectivement le cluster Euclide dont il sera question avec M. Trabelsi après, qui a créé aussi une vraie dynamique, qui est implantée aussi à Saint-Aubin-de-Blaye et qui travaille sur tout ce développement d'innovation technologique, notamment numérique et très opérationnelle, qui sont importantes pour le nucléaire, mais qui peuvent aussi être déployées dans d'autres types d'industries. Et puis cette dynamique, effectivement, vous l'avez dit, autour du campus des métiers dont Lydie Barbeau parlera tout à l'heure, qui est aussi labellisé par la région Nouvelle-Aquitaine comme campus talent et territoire, pour répondre effectivement aux besoins en compétences, en qualifications sur ce territoire, et qui va apporter un vrai plus qualitatif. Qui a une nouvelle gouvernance depuis peu, puisqu'il y a une association de gouvernance qui a été créée sur ce territoire avec à sa tête Francis Rodrigue, qui est un jeune retraité actif du CNPE du Blayais, et dont les vice-présidents sont assurés et par l'éducation nationale et la région, et un bureau dans lequel on retrouve aussi les branches professionnelles et les communautés de communes pour avoir effectivement tous les acteurs de ce territoire et voir comment effectivement ce campus des métiers peut rayonner et servir au mieux la dynamique de ce territoire. Donc voilà, on voit comment toutes les choses au niveau régional et au niveau local s'emboîtent et toute l'importance que ça a sur ce territoire. Merci. Alors, effectivement, vous parliez du cluster Euclide, et nous aurons le plaisir d'accueillir dans cette table ronde Monsieur Choukri Trabelsi, qui est responsable du département stratégie digitale chez SPI Nucléaire et qui nous parlera de cluster. Bonjour Choukri. Oui, bonjour à toutes et à tous. Désolé du retard. Vous m'entendez bien? Alors, donc, nous avons vu nous avons vu l'implantation locale de la CNPE, l'importance que peut avoir au niveau local le CNPE du Blayais, avec Madame Hérault qui nous a fait cet éclairage. Et donc, maintenant, nous allons partir dans un autre secteur de la grande région Nouvelle-Aquitaine, en nous rendant dans le Limousin, dans le département de Haute-Vienne, avec vous, Monsieur Olivier Massé. Olivier Massé? Oui, voilà, je suis là. Donc, l'entreprise que vous représentez, Orano, est un acteur majeur dans le cycle du combustible nucléaire, en intervenant dès l'extraction à la mine jusqu'à la transformation de l'uranium. Donc, je crois que le thème que vous allez développer maintenant, c'est comment une mine d'uranium réaménagée
celle de Bessines-sur-Gartempe, en Limousin, Haute-Vienne, peut se transformer en centre de recherche, d'innovation et d'emploi? C'est à vous. Alors, comme vous l'avez dit, le site de Bessines-sur-Gartempe était à l'origine un site minier. Donc, mine à ciel ouvert, mine souterraine, versats stériles, résidus étaient l'activité principale de 1955 à 1993 pour ce site. La vie aurait pu s'arrêter là pour ce site industriel, à la fermeture et après le réaménagement. Il n'en a rien été, et ce site est maintenant reconverti en industrie et avec de multiples domaines de pointe de recherche et d'innovation. Il a été transformé 2 fois, il a été reconverti 2 fois, en 2 phases, on va dire. Juste après le réaménagement, en 93, un centre d'innovation en métallurgie a été installé sur ce site. En fait, ce qui s'est passé, c'est que les minerais du Limousin étaient tellement variés qu'une expertise s'était construite chez les mineurs et métallurgistes de Bessines pour les procédés en métallurgie. Et cette expertise a été prise en compte, en fait, préservée pour les autres sites du groupe internationalement. Tout est parti de là, en fait, de cette expertise en métallurgie. Et ensuite, comme on avait du parcellaire, comme on avait du foncier, il a été possible d'étendre des activités avec l'entreposage d'uranium appauvri à partir de 1995. Puis, comme on avait une expertise en métallurgie, en extraction de radioisotopes, il a été envisagé des thérapies avec ces radioisotopes, donc de lancer un centre de recherche en thérapie contre certains cancers à partir de 2004. Certaines sociétés se sont organisées autour du site de Bessines, et je pourrais dire des sociétés qui sont maintenant un peu connues dans le domaine, dont Algad, pour tout ce qui est mesure du radon et dosimètre. Cette première phase est suivie d'une deuxième phase en 2019, une deuxième phase de reconversion et même de développement, avec entre autres l'extension de l'entreposage d'uranium appauvri, mais surtout 2 gros domaines d'innovation qui sont sur, encore une fois, la métallurgie, pour vraiment en faire un centre de recherche de pointe et d'innovation en métallurgie extractive, que ce soit pour maintenant les traitements des eaux d'exor minières, par exemple, mais également carrément le recyclage de batteries ou le recyclage de MOX pour en faire un MOX 2. Et également, puisque les résultats des tests en thérapie semblent être positifs, étendre le centre de recherche et de développement de ce qu'on appelle Oranomed, et qui est entré en opération en 2020. À terme, en fait, l'ambition affichée pour le site industriel de Bessines pour Orano, c'est de devenir un pôle majeur de la R&D du groupe, en accueillant les essais de pilotage industriel nécessaires à notre succès. Aujourd'hui, sur Bessines, pour compléter, ce sont 136 employés dans des métiers extrêmement divers, dont à peu près 10% d'alternants. Orano, c'est du coup le 9e employeur industriel dans toute la Haute-Vienne. Et la diversité du métier vont depuis l'administratif, le contrôle de gestion, la recherche et le développement, la maintenance électrotechnique, les gestions de projets, j'en passe. Malgré la crise l'année dernière, on a continué à recruter sur le site de Bessines. On a eu au moins 6 CDD et 6 alternants recrutés l'année dernière. On continue cette année, il y a déjà 6... pardon, j'ai dit CDD, CDI. On a 3 CDI ouverts cette année et en général, vu le développement autant du centre de métallurgie que du centre en recherche médicale, il y a environ 6 CDI qui sont prévus par an pour les prochaines années. Si je veux compléter... Je crois que vous-même, vous avez fait le choix d'habiter, de travailler en Haute-Vienne. Tout à fait, vous êtes bien renseigné. Pendant les 19 dernières années, j'étais plutôt dans le côté
exploration, géologie et estimation des ressources, donc dans ce cas-ci plutôt à l'international. Et depuis 2020, j'ai pris en charge toutes les activités après-mine France, basées à Bessines, parce que centrales pour nos activités après-mine, qui vont de la Bretagne jusqu'au Lot des Voies. Donc ça me permet en fait, ce choix en fait, c'est une opportunité qui m'est donnée aussi par le groupe Orano, de voir d'autres métiers, de me développer sur ces métiers-là, mais c'est un choix également qui permet d'avoir une meilleure qualité de vie en me déplaçant depuis la région parisienne vers une région verte, accueillante, un environnement agréable. Et du coup, de bouger toute la famille dans cet environnement. Si je veux compléter en termes de développement, j'en ai profité, mais les collaborateurs également. Orano a mis en place environ 34 heures de formation par an par employé pour le site de Bessines, que ce soit du réglementaire ou pas, avec beaucoup de formations pour développer les compétences qui sont une des valeurs du groupe, que ce soit technique ou managérial. Merci Olivier. Vous nous avez parlé que parmi les axes de développement du site de Bessines, vous avez parlé de la recherche en thérapie liée à l'utilisation d'éléments radioactifs pour traiter certains cancers. J'ai bien pris les notes. Alors, est-ce qu'il y a déjà des malades qui sont traités grâce à ce processus, ou est-ce encore au stade expérimental? Alors, pour être précis, ce que l'on cherche à faire, c'est de l'alpha-immunothérapie ciblée. En fait, on utilise les descendants du plomb 212, qui sont des émetteurs alpha, pour aller détruire les cellules cancéreuses. Pour ce faire, et de façon à éviter, en fait, globalement, pour faire simple, en utilisant le plomb 212, ce que l'on cherche à faire, c'est de la radiothérapie associée à de la chimiothérapie. Mais un des problèmes, le problème majeur des thérapies contre le cancer, c'est que ça cible énormément. Ça ne cible pas en fait, ça prend toute une zone. Donc ce que l'on recherche, c'est de cibler, d'aller apporter cette radiothérapie jusqu'à l'organe touché. C'est là où en fait notre recherche avance. Mais pour l'instant, on n'en est qu'aux essais cliniques aux États-Unis. Essais cliniques sur des tumeurs neuroendocrines. Ça passe depuis quelques années et il va encore falloir quelques années pour arriver à des résultats robustes qui nous permettront d'avoir les accréditations. En France, nous en sommes, pour être tout à fait complet, aux essais précliniques. Donc en effet, des patients sont traités avec cette thérapie, mais en phase de test, et les résultats sont encourageants. Merci. Donc la radioactivité a un effet positif sur la santé. Et pour revenir sur ce que vous nous aviez dit, dans les différents sites, dans les différentes technologies qui sont développées sur votre site, vous nous avez parlé de recyclage de batteries. C'est-à-dire, ce sont les batteries de véhicules électriques? Quel type de batterie? Alors c'est un pilote qui se lance, c'est les recyclages de batteries de voitures électriques et autres. C'est un pilote qui se lance, qui a reçu des subventions pour être un succès dans pas longtemps, on espère en tout cas. Et quand je dis qu'il se lance, c'est-à-dire qu'on vient de tourner la clé et on espère que ça va très vite apporter des résultats. Donc je ne m'étendrai pas dessus parce que j'attends de voir les résultats. C'est vraiment de la R&D assez poussée sur la métallurgie et la récupération des métaux et autres éléments dans les batteries. D'accord. Est-ce que la mine de Bessines sur Gartempe est un cas unique pour les anciennes mines d'uranium qui ont pu être reliées en France, ou est-ce qu'il y a d'autres exemples? Est-ce que le groupe est en train de mener d'autres expérimentations, identiques sur d'autres sites? En termes de centre de recherche, en termes de centre d'innovation, Bessines est unique pour Orano. Par contre,
les mines d'uranium en France ont été réaménagées et on cherche toujours à avoir une deuxième vie pour toutes ces mines-là, qu'elles puissent être industrielles ou de loisirs, pastorales. J'entends par là que nous avons 4 parcs photovoltaïques en activité sur nos anciennes mines et 8 projets sont en développement, de façon à ce que ces mines ne deviennent pas un terrain inutile au territoire. De même, nous avons des activités forestières sur les anciennes mines qui ne peuvent pas accueillir des industries ou des lotissements. Donc nous valorisons le territoire, mais dans tous les cas, Bessines un aspect particulier sur le côté centre de recherche et innovation. Aucun autre site en France n'a autant de têtes pensantes et de technicité pour Orano. En tout cas, ancienne mine française. Merci Olivier Massé. Donc on a vu avec votre exemple qu'il faisait bon à vivre dans tous les coins de la Nouvelle-Aquitaine, avec un goût non seulement pour le vivre ensemble, mais aussi pour le travailler ensemble. Et c'est ce que nous allons voir à présent avec vous, Monsieur Choukri Trabelsi. Vous êtes responsable du développement département stratégique digital chez SPIE Nucléaire, et vous allez donc nous présenter Euclide. Alors, il ne s'agit pas du mathématicien grec, même si l'acronyme est peut-être un hommage à cet illustre prédécesseur, mais une association qui regroupe différents partenaires dans la maintenance de l'énergie nucléaire, qui a plusieurs projets en cours, alors notamment, je l'ai bien noté celui-là, WEDO, OUEDO, pour Outils universels d'échange de données opérationnelles. Un nouvel élément d'Euclide, si je puis dire, donc il semble très prometteur en termes d'innovation et de retombées économiques. Pouvez-vous nous en dire plus? Oui, bien sûr. Bonjour à toutes et à tous. Oui, effectivement, on peut dire qu'il y a un petit clin d'œil aux mathématiciens grecs. Donc, plus précisément, Euclide signifie cluster connecté, avec intégration des composantes innovation, digitale et énergie. Inauguré en 2016, le cluster Euclide est une association d'industriels, de PME et de start-up et de qui fonctionne en mode incubateur à projet collaboratif et innovant, visant à accroître la performance opérationnelle des industriels de la maintenance. Nous travaillons en étroite collaboration avec le CNPE du Bayeux et le pôle économique de la région Nouvelle-Aquitaine qui nous soutiennent et nous accompagnent sur cette démarche. Nous voulons aussi également être très proches du terrain, notamment via notre partenariat avec le GIE Atlantique, qui fédère une centaine d'entreprises qui œuvrent au quotidien sur les centrales du Sud-Ouest. SPIE Nucléaire, dont je fais partie, est membre actif d'Euclide depuis sa création, que j'ai par ailleurs l'honneur d'assurer la présidence auprès de Laetitia Canou, directrice de l'ICEN au sein du groupe Nuvia, et de Thierry Gray, délégué régional chez Framatome, et ceci depuis 2020. Les thématiques du cluster Euclide sont nombreuses, telles que le levage, le stockage, la formation, les travaux exposés, ou bien la dématérialisation, avec comme exemple d'illustration, le projet WEDO, initié par SPIE Nucléaire dès 2017. Le projet WEDO, plus précisément, s'inscrit dans le thème de la continuité numérique entre des donneurs d'ordre tels que EDF, Orano ou Framatome, par exemple, partenaires, que ce soit des groupes, des ETI ou des PME, en prenant en compte la particularité, c'est de prendre en compte l'hétérogénéité et la maturité digitale des entreprises de la filière. Plus concrètement, le projet WEDO consiste à créer une plateforme unique d'échange de données opérationnelles entre des donneurs d'ordre et leurs partenaires, et ceci dans le cadre de la digitalisation des processus d'intervention sur un site nucléaire. Une donnée opérationnelle pouvant être par exemple un dossier d'arrestation de travaux qui contiennent toutes les informations techniques requises pour réaliser une opération de maintenance ou de travaux sur ce site par exemple. Oui, là, au-delà d'améliorer la performance de diffusion d'une information technique à jour, pertinente, préparation
sur ce site. Monsieur Trabelsi. Changer entre partenaires. Oui, Monsieur Trabelsi, nous avons quelques petits soucis de connexion pour entendre la suite de votre intéressante intervention. Donc, si vous voulez, si vous le permettez, on va passer à l'intervenante suivante, Madame Barbeau, et après, nous reviendrons vers vous dès que nous aurons résolu ces problèmes techniques. Madame Barbeau, Lydie Barbeau. Oui, bonjour. Bonjour. Donc, vous êtes directrice opérationnelle du campus des métiers et des qualifications d'excellence, qui a la mention maintenance en environnement sensible. Donc, est-ce que vous pouvez nous présenter un petit peu mieux cette structure non à rallonge et de quelle manière les formations proposées s'articulent avec la présence de la CNPE, du CNPE du Blayais sur le territoire ou des autres partenaires liés à la filière nucléaire? Oui, bonjour à tous. Donc effectivement, le campus maintenance en environnement sensible, c'est 3 domaines, le nucléaire, la chimie et la santé. Donc pour ce qui nous occupe aujourd'hui, on va évoquer effectivement le domaine nucléaire. Donc le campus est un label donné par 4 ministères. Nous sommes une centaine de campus en France. Donc effectivement, celui-ci est situé en terre blayaises et comme l'a rappelé Madame Hérault tout à l'heure, est devenu une association depuis le 3 février dernier et il regroupe différents partenaires que sont les collectivités locales, la région, le rectorat ou les organisations professionnelles. Le campus aujourd'hui, c'est effectivement le moyen pour rapprocher le monde économique du monde de la formation. Donc, à ce titre-là, le campus met en place des actions de communication vers les collégiens, notamment les 4e et les 3e, les jeunes filles, pour féminiser les métiers. Et également propose des cursus de formation que le campus crée, c'est important de le signaler. Donc, 2 formations que je souhaitais mettre en avant. Tout d'abord, le label environnement sensible option nucléaire qui va être proposé dès le 26 avril prochain pour une douzaine de demandeurs d'emploi au lycée professionnel de l'Estuaire à Blaye et qui consiste à colorer tout type de public à tout type de formation. L'idée de répondre aux besoins que vont avoir les prestataires pour le grand carénage, mais pas seulement. Donc l'idée, c'est de faire appel à des demandeurs d'emploi qui ont tous comme caractéristique d'avoir un diplôme, électricien, chaudronnier, quel que soit le niveau, du CAP jusqu'au Bac plus 3, et de les colorer pendant 5 semaines au milieu nucléaire, colorés de façon sectorielle sur les attentes du domaine, mais également leur délivrer les habilitations requises pour travailler en centrale. Donc ces personnes, quand elles vont sortir le que voulez-vous dire par colorer? seront toutes habilitées. Colorer, c'est leur donner le vernis, si vous voulez, leur donner les connaissances nécessaires pour intervenir dans une centrale. Charge ensuite à leur futur employeur de pousser la formation. Nous, les candidats, sortirons avec ce qu'on appelle le niveau 1 des habilitations plus une habilitation électrique et des connaissances importantes sur les manières de travailler en centrale et sur le fonctionnement, bien évidemment, d'une centrale. Il y a une visite qui est également organisée par notre partenaire, le GIE Atlantique, qui est également associé à cette formation. Et l'idée, c'est de déployer cette formation plusieurs fois par an. Là, nous en faisons une sur ce semestre. L'idée, c'est d'en faire une deuxième le semestre prochain et 4 groupes l'année prochaine. Et ainsi de suite, tant que le besoin se fera sentir. Autre formation du campus, alors on sort un peu du champ nucléaire pur, mais on va devoir en parler. Ça, c'est une licence professionnelle intitulée Démantèlement des pollutions et gestion des déchets qui se fera à Blaye également dès la rentrée prochaine, en septembre 2021. En partenariat avec l'Université de Bordeaux et le CENBG, qui a été cité tout à l'heure par M. Roustit. Cette licence sera destinée à former les futurs chargés d'affaires et chefs de projet qui vont être amenés à démanteler. Alors, quand on parle de démantèlement, ce n'est pas forcément une centrale. Ce peut être qu'une partie ou des éléments d'une centrale. Donc, cette licence a vocation à rayonner nationalement pour former des chargés d'affaires en démantèlement, en désamiantage et pollution. Elle est aussi destinée aux industries chimiques et pétrochimiques. Le campus s'est doté de plusieurs outils, va se doter de plusieurs outils à l'obtention l'année dernière d'un gros projet. Demain commence aujourd'hui. 18 actions pour 10 ans pour un montant de 3,8 millions d'euros. Donc cette action-là va financer entre autres la licence, le label, mais également tout un tas d'outils destinés à faire connaître les métiers. Parce qu'aujourd'hui, l'une des problématiques que nous rencontrons, c'est faire connaître ces métiers et défantasmer le nucléaire, tant auprès des jeunes que de leurs parents d'ailleurs.
Et donc le campus s'est donné comme volonté d'insérer plus de jeunes dans ces formations, de féminiser les métiers, et pour ce faire, va créer des outils. Alors, il y aura un escape game nucléaire. Nous avons lancé la conception il y a quelques semaines. Une série métiers pour présenter les métiers de manière ludique grâce à la série. On le sait, c'est un format qui fonctionne bien auprès des publics jeunes aujourd'hui. De créer des stands qui, par le biais de la manipulation, feront connaître tous les métiers en tension de l'énergie nucléaire. Et enfin, le développement de jeux de société qu'a déjà créé le campus, mais l'idée, c'est de les déployer. Et donc, ce sera des jeux de société qui seront mis à disposition des collèges, des lycées, des missions locales ou d'autres intéressés pour les utiliser. Donc voilà, le campus, c'est tout ça. Ce sont donc des formations destinées au CNPE du Blayais, mais pas que, hein, puisque vous l'aurez compris, l'ambition, elle est plus loin que le propre territoire Nouvelle-Aquitaine. C'est des jeux pour faire connaître les métiers et ce sont des outils pour aider au recrutement pour que les entreprises puissent trouver leurs futurs salariés. Merci. Pour revenir pour quelques précisions, quand vous parlez des formations colorées, c'est combien d'heures à peu près de cours? Alors celle-ci fait 189 heures. Nous avons 189 heures de formation, c'est-à-dire peu ou prou 5 semaines consécutives. Au cours desquels on alterne enseignement théorique et habilitation. Et il ne faut pas oublier, hein, là j'ai parlé des formations propres au campus. Le campus est un réseau. Donc le campus fédère tout un tas d'établissements scolaires, privés ou publics, qui proposent eux-mêmes d'autres cursus. Donc ça va être des cursus transversaux. Je pense à des BTS CIRA, des BTS en maintenance, des BTS en électrotechnique. Et ça va être des formations proprement nucléaires, comme ne sont proposées le BTS environnement nucléaire, que ce soit au CFM de Régnac ou au lycée professionnel de l'Estuaire. Donc là, j'ai évoqué les outils qu'a créé le campus. L'idée, c'est de ne pas être concurrent de ce que proposent déjà les partenaires. C'est-à-dire que les élèves du campus suivront leurs cours dans les établissements partenaires, c'est cela? Vous n'aurez pas de bâtiment propre pour accueillir les élèves? Les élèves suivent déjà les cours. Hein. Attention, le campus est un réseau, donc ils mutualisent les cursus proposés par ces établissements partenaires. Donc aujourd'hui, peu ou prou 3100 élèves concernés par le campus. 3100 élèves, ils ne sont pas à Blaye. Les 3100 élèves sont sur l'ensemble des 12 départements couverts par le campus et avec lesquels le campus a signé des accords de partenariat. Et ensuite, le campus, quand il sortira de terre, puisque nous avons lancé le projet d'un futur lieu physique qui sera situé à Blaye, là, le campus aura ses propres salles, ses propres locaux, ses propres bureaux et pourra dispenser ses propres formations. D'accord. Pour le moment, les élèves sont les élèves des lycées, des centres de formation. D'accord. Alors, les personnes qui sont intéressées, par exemple les demandeurs d'emploi qui souhaitent trouver un travail dans le nucléaire, comment font-ils pour s'inscrire? Quelles sont les démarches à suivre? Alors aujourd'hui, toute action destinée aux demandeurs d'emploi est inscrite sur un outil qu'on appelle Raphaël, qui est un outil de Nouvelle-Aquitaine, de la région, géré par Cap Métiers. Donc toutes les actions figurent sur cet outil et sont donc disponibles à ce qu'on appelle la prescription. C'est-à-dire que tout demandeur d'emploi est suivi soit par la mission locale, soit par Cap Emploi, soit par Pôle Emploi, et sont conseillés à la possibilité de visualiser les formations qui pourraient intéresser le demandeur d'emploi. Donc il lui suffit de faire part de son intérêt. Le conseiller, s'il estime que le souhait correspond vraiment au profil du candidat, va l'inscrire sur cette plateforme. Nous allons recevoir sa candidature et nous allons organiser une information collective de manière à présenter la formation et opérer le recrutement des candidats. D'accord. Là, une question qui nous vient d'un internaute. Qu'est-ce qui attire, à votre avis, qu'est-ce qui attire les jeunes dans le nucléaire? Qu'est-ce qui les attire? Qu'est-ce qui peut et qui doit les attirer si on devait augmenter les questions? Alors aujourd'hui, le nucléaire, il faut savoir que c'est zéro carbone. Hein, donc c'est un moyen aujourd'hui qui respecte l'environnement pour produire de l'électricité. Donc c'est vrai que c'est un atout important et vraiment fort. Le nucléaire, c'est toute une palette de métiers. Hein, c'est-à-dire que dans le nucléaire, on va retrouver tous les métiers qu'on peut retrouver dans une industrie, plus d'autres spécifiques. Donc j'ai envie de dire, on trouvera forcément son bonheur. Qu'on soit fille ou garçon, il y a toute une palette de métiers très différents les uns des autres, avec des opportunités aussi d'évolution importantes.
Et pour ceux qui aiment bouger, cette possibilité de pouvoir se déplacer d'une centrale à l'autre au niveau national et donc effectivement d'être confronté à d'autres villes, d'autres territoires. Donc je pense que quand on est jeune, c'est vraiment une filière qui offre plein d'opportunités. Donc là, vous parlez des jeunes et c'est bien normal. Mais y a-t-il des critères d'âge? Est-ce qu'on peut postuler à tout âge pour suivre les formations qualifiantes dont vous parlez? Alors bien sûr, hein, le label est ouvert à tous les publics, je l'ai dit, donc des jeunes, des moins jeunes. En ce qui concerne les formations dites initiales, c'est-à-dire sous statut scolaire, il semble évident qu'il faut être jeune pour suivre un BTS, mais c'est pas fermé. La formation continue permet une reprise d'études. En revanche, tout ce qui est qualifiant est ouvert à tous les publics, quel que soit leur aide, quel que soit leur sexe, leur âge et leur provenance, c'est-à-dire quel que soit, ils peuvent venir de l'aéronautique par exemple, ou de l'agroalimentaire. Ce sont des métiers que l'on peut ensuite réutiliser dans le domaine, vraiment dans la maintenance. D'accord. Pour en parler des licences professionnelles, donc il y a une alternance entre l'étude et le travail, c'est ça? Alors, la Bien compris. licence aujourd'hui sera proposée sous deux modalités. Donc, il y aura une modalité classique étudiante, où là, vous êtes en cours tous les jours avec deux stages pendant l'année scolaire. Un premier stage en laboratoire de recherche de 5 semaines entre décembre et janvier, et un stage en entreprise de 4 mois de mai à août. Et ensuite, la licence est proposée pour l'instant en apprentissage uniquement pour des raisons de financement. Et là, effectivement, nous avons une alternance entre l'entreprise et le cours, sachant que ça a été travaillé de telle manière que les apprentis et les étudiants classiques aient les mêmes cours, la même durée de cours, en fait, quand les uns sont en stage ou en projet tutoré, les autres en entreprise. D'accord. Et donc la partie alternance ne se suivra pas forcément au CNPE du Blayais. Ça peut être dans Ah, n'importe quel CNPE de France. alors, tout à fait, sachant qu'on sort même du simple CNPE, hein. La licence, je le rappelle, c'est démantèlement des pollutions, gestion des déchets avec un fort aspect désamiantage. Et on souhaite qu'elle soit déployée au niveau national, voire même international. On a des projets avec l'Allemagne pour à moyen terme faire venir des élèves allemands et envoyer des élèves en Allemagne. Donc effectivement, on sort du territoire au Girondin et néo-aquitain. L'idée de cette licence, c'est qu'elle cible des campus, surtout c'est que les stages puissent être effectués sur toute la France. Je pense à des très beaux endroits comme l'Andra, comme les zones où l'on retraite les déchets nucléaires, mais pas seulement. Il y a aussi des sites pétrochimiques qui sont aujourd'hui à démanteler totalement ou partiellement. Donc cette licence a vocation à être déployée sur tout le territoire national. D'accord. Donc, ce qui fait que ce campus des métiers est un atout pour la ville de Blaye, hein. Vous allez en faire un petit peu l'équivalent d'Égleton pour tout ce qui est les travaux publics, hein. Effectivement, hein, ce campus a l'ambition d'être à moyen terme le référent national de la maintenance en environnement sensible, au même titre, vous l'avez bien dit, qu'Égleton pour les travaux publics. Donc c'est une ambition que moi je porte et je pense que tous les partenaires portent également. Et c'est une vraie opportunité pour ce territoire. Aujourd'hui, les étudiants vont beaucoup à Bordeaux, ceux qui peuvent en tout cas, ceux qui peuvent se déplacer, ceux qui en ont les moyens. Et aujourd'hui, c'est de se dire que non, bientôt, ce seront les Bordelais qui viendront se former à Blaye et pourquoi pas les Parisiens. Donc oui, c'est cette ambition-là qui est portée par le campus. Merci, je vous remercie, Madame Barbeau. Donc, nous avons un petit souci technique pour joindre Monsieur Trabelsi. Donc, nous allons modifier l'organisation de la table ronde en allant directement sur les questions-réponses, les questions qui commencent à affluer sur le site internet. Mais tout d'abord, j'aimerais que, par exemple, Madame Hérault, vous interveniez par rapport à un article qui est passé hier dans le journal Sud-Ouest, et nous avons eu déjà peut-être l'avez-vous lu. Je pense que vous êtes une fidèle lectrice de Sud-Ouest, hein. J'ai du mal à le positionner devant, sur l'avenir électrique du pays, il est urgent de se secouer. Où M. Bayrou, le haut-commissaire au plan, table sur une augmentation des consommations électriques de 45%, voire 50% d'ici 2050, et semble fustiger une certaine inaction du gouvernement. Donc vous, quel est votre sentiment en tant qu'élu ?
Alors, j'ai pas lu en détail cet article, donc rebondir dessus est difficile, mais en tout cas, effectivement, on voit qu'on a des consommations qui augmentent. On utilise tous plus l'électricité. Je lisais l'autre jour aussi que les véhicules électriques, finalement, les ventes ont explosé et sont à peu près 10% des véhicules vendus aujourd'hui, ce qui est bien plus élevé que ce à quoi on s'attendait, je crois. Et que nos consommations, on voit bien, individuelles, sont de plus en plus importantes. Et même si on a des appareils qui consomment moins, on en a de plus en plus. Donc au bout d'un moment, effectivement, les consommations explosent. Et que d'un autre côté, on a le mix énergétique qui arrive et qu'il faut arriver à le mettre à la hauteur de ces nouvelles consommations. Donc oui, c'est des questions importantes, hein. C'est des questions importantes et d'où la discussion dont je parlais ce matin avec les maires. On a bien vu la dynamique sur notre territoire liée à l'apport du CNPE et à tout ce qui vient finalement se greffer autour, hein, ce cluster Euclide avec toute l'innovation qu'il apporte et ce mix entre des PME et des grands groupes qui viennent travailler ensemble et qui sont implantés sur ce territoire, le campus des métiers qui n'est pas là par hasard non plus, et donc une vraie dynamique, une vraie attractivité en termes d'emploi sur ce territoire, et donc des inquiétudes par rapport à ce que devient cette filière sur ce territoire. Merci. À l'avenir, voilà. Et donc c'est des réflexions à mener en profondeur, et donc je peux comprendre l'inquiétude effectivement qui était traduite sur voilà, on a des consommations qui augmentent et comment on répond à ça, quoi. Donc, la production d'électricité est un métier d'avenir. Je pense, parce que je vois pas bien comment on pourra s'en passer. Merci. Monsieur Massé, nous avons vu avec Lydie Barbeau le campus des métiers. Est-ce que ce sont des formations qu'elle propose, sont des formations qui peuvent se trouver leur place chez Orano? Allez-vous venir recruter à Blaye bientôt? Peut-être, pourquoi pas. Nous, en termes de recrutement, en tout cas sur le site de Bessines, je ne m'engagerai pas sur les autres sites, on a un peu tous les types de diplômes. On passe du bac pro, le BTS pro, la licence, le master, des ingénieurs et même également des thésards. En termes de domaine, ça peut aller du contrôle de gestion dont je parlais peut-être tout à l'heure, la maintenance en électrotech, technicien de laboratoire en chimie, en automatisme également, licence pro maîtrise des risques, assez important pour rester en sécurité sur nos opérations. Également master en environnement sur le côté après-mine et du coup gestion de l'environnement de nos anciens sites miniers. On a besoin de gérer ces sites, de gérer les traitements des eaux. Master en communication et également ingénieur d'école des mines ou thèse en chimie. Donc c'est vraiment des domaines très disparates qui représentent très clairement le site, qui représentent très clairement nos activités et nos métiers, c'est-à-dire un ensemble de personnes qui mettent en œuvre toutes leurs compétences et toutes leurs expériences pour arriver à en tirer le maximum et à tirer le meilleur pour innover et être plus performants. En ce sens, les formations proposées par le campus sont intéressantes et je pense qu'il y a des perspectives. Merci. Une autre question d'un internaute qui s'interroge savoir si le nucléaire est-il plutôt en avance ou en retard sur le numérique et quelles sont les priorités en matière de développement. Alors personnellement, je dirais que nous sommes toujours en retard sur le numérique à tous les niveaux et dans tous les domaines et dans toutes les industries. Le numérique va plus vite que toute l'industrie. Mais voilà, on fait déjà beaucoup. Je prendrai pour exemple que nos alertes sécurité ou nos fiches d'anomalie sur le terrain sont faites directement sur nos smartphones. Il y a encore 2-3 ans, ce n'était pas le cas. On était obligé de rentrer sur le site et de le faire sur le papier avant de l'envoyer à tout le monde. Là, c'est fait sur smartphone, envoyé, numérisé, et les plans d'action sont directement lancés. On digitalise, on porte la digitalisation dans nos stations également, de façon à ce que les alertes soient directement envoyées sur nos smartphones, de façon à ce qu'on puisse
au moins être alerté, si ce n'est piloter à distance les stations. Donc ce sont des côtés innovation que l'on porte de façon à améliorer encore une fois la performance et puis bien sûr intégrer le digital de façon intelligente dans nos métiers. Merci. Oui, est-ce qu'on est en retard? Peut-être. J'allais dire que quand on parle du loup, pour reprendre l'expression, nous parlions digital et la communication avec Monsieur Trabelsi, qui est responsable départemental de la stratégie digitale, vient de se refaire. Donc, Monsieur Trabelsi, c'est à vous pour une présentation de Euclid. Désolé, c'est bien parce que digital a besoin de mise au point. Oui, donc je vais reprendre. Effectivement, on parle de digitalisation. C'est le grand thème du projet Wedo. Hein. Je rappeler, hein, c'est une plateforme d'échange de données entre les donneurs d'ordre et leurs partenaires. Donc, comme je disais tout à l'heure, on a pour facilité d'échanger les dossiers de la réalisation de travaux. C'est ce qu'on appelle des données opérationnelles. Et on va pouvoir exploiter ces données numériques de façon évolutive pour intégrer des données de logistique, de planning, des données liées aux autorisations requises pour les travaux, par exemple. Donc, dans le cadre de la digitalisation, on a des objectifs de fluidification, de traçabilité, de capitalisation de données de façon contextuelle et surtout dans les flux de production opérationnelle, sans rupture numérique, couplé à une interopérabilité des systèmes. Tous ces éléments sont des sources de gains que cible le projet Wedo dans les perspectives d'apporter une contribution efficace à l'amélioration d'une performance opérationnelle commune. Je voulais parler de l'avancement du projet qu'on a développé, pour lequel on a développé un démonstrateur en 2018 et qui a fait l'objet d'expérimentation en 2019 sur le CNPE du Blayais, avec des premiers retours très positifs qui ont permis par la suite, sur l'année 2020, de consacrer une grosse partie de nos échanges avec le collectif de membres du GIFEN, afin de valider le concept Wedo d'une part, et construire ensemble des distributions de modèles applicables à la phase industrialisation avec un usage ciblé au niveau de la filière nationale. Donc, on parlait il y a eu une question tout à l'heure, j'ai vu, sur le lien avec le GIFEN. Effectivement, lors de l'événement annuel des rencontres Business Innovation organisées par Euclid, le dernier est en date du 23 septembre dernier, nous avons eu l'honneur d'avoir une visite d'une délégation du GIFEN, incarnée par Cécile Arbouille, déléguée générale du GIFEN, ainsi que David Roux et Anthony Guénaud de la commission numérique du GIFEN, auprès desquels on a pu réaliser une démonstration Wedo, avec une digitalisation de bout en bout en termes d'échange de données et de traitement d'une intervention entre SPI nucléaire et le CNPE du Blayais. Voilà, donc ce principe Wedo a pu ainsi être apprécié, a fait l'objet de validation de principe pour le lancement d'une industrialisation au niveau national. Et pour ce faire, l'ensemble des retours d'expérience ont été présentés au sein d'un collectif dénommé DRT-NUM, collectif du GIFEN, hein, DRT-NUM pour dossier d'évaluation de travaux numériques, qui va porter toute la digitalisation de nos processus d'intervention. Collectif que j'ai par ailleurs l'honneur de copiloter avec un François Denis, qui est chef de projet transition numérique à DFDPN. À noter que ce collectif est ouvert à l'ensemble des membres du GIFEN et qu'il est considéré comme très actif. Il bénéficie notamment d'adhésions régulières pour compter à ce jour 49 membres de différents horizons, des donneurs d'ordre, des PME, des startups et des grands groupes. Et au sein de ce collectif, nous avons notamment rédigé et publié, je vous invite à le lire, une note d'opportunité conformément à un processus de management établi par le GIFEN, management de projet. Hein. Il est prévu d'ailleurs, par ailleurs, dès demain, qu'on présente cette note technique pour le passage d'un deuxième jalon pour la phase industrialisation, qui en compte 5 au niveau du GIFEN. À noter que le projet qu'on présente demain intègre la plateforme d'échange de données numériques selon le principe Wedo, un standard pour la description numérique des dossiers de réalisation de travaux, ainsi qu'une solution innovante de signature numérique sur le terrain pour l'usage au niveau filière. Ces trois piliers étant les conditions requises, les conditions sine qua non pour assurer une continuité numérique et une interopérabilité entre les outils numériques au sein de la filière. Toujours bien entendu dans la perspective de contribuer à une performance commune. Enfin, concernant les retombées économiques, et premièrement dans le cas du prototype Wedo, hein, nous pouvons d'ores et déjà noter une première création d'emplois et des retombées économiques locales au niveau Nouvelle-Aquitaine, hein, comme par exemple une mission qui a été confiée à la société RCA, spécialisée en expérience utilisateur et en ergonomie de systèmes complexes, pour notamment nous accompagner sur la prise en compte du facteur humain.
À noter même que les expérimentations de la version industrielle de Wedo se font sur site, sur le site de référence, qui est le site de la centrale du Blayais, via le cluster Euclid et au travers d'une offre de service dénommée expérimentation sur site, excusez-moi, offre de service par ailleurs également ouverte aux PME et aux startups. Donc là, on a parlé beaucoup de projets Wedo, mais le Euclid, c'est pas que Wedo. Nous accompagnons aussi d'autres projets, comme par exemple l'implantation à la pépinière d'entreprise de la communauté des communes de l'Estuaire, une société spécialisée dans le domaine de l'assistance virtuelle intelligente, qui peut nous accompagner aussi dans nos interventions. On est en train de développer un POC dans ce sens. Nous soutenons aussi des startups prometteuses locales, telles que Dibbleblot ou Lynx-Drone, spécialisées dans la robotique et la reconnaissance dynamique 3D au travers de leur projet collaboratif dénommé ROMI. De plus, et via les rencontres business innovation, toujours, nous avons également noté plusieurs développements d'activités entre les industriels et leurs autres PME et startups, mais également, élément un peu moins visible à notre niveau, c'est des développements d'activités et de collaboration entre les PME et les startups entre elles-mêmes. En conclusion, et ce que je voulais dire, c'est que j'ai une grande satisfaction et un grand intérêt à contribuer au fonctionnement d'Euclid, qui a prouvé que le collaboratif, ça marche bien, aussi bien entre les réseaux ainsi créés des industriels, PME et startups, mais également avec les donneurs d'ordre et les institutions que je te dis m'en remercier, sans lesquelles cette aventure ne serait pas possible. Je pense notamment à M. Séverin Burézy, le CNPE du Blayais, avec un directeur central très proactif dans le domaine de l'innovation et de la performance, ainsi que la région Nouvelle-Aquitaine, avec un président de région très investi, Alain Rousset, qui nous suit et nous soutient depuis la création du cluster en 2017 officiellement. Voilà, donc je peux vous citer plusieurs exemples de digitalisation sur site, avec des traitements d'intervention de bout en bout, des questions de temps sans valeur ajoutée, des réductions d'usage du papier, des réductions d'usage de déplacement non requis. Et grosso modo, j'ai voulu vous dresser l'ensemble des données que je voulais vous présenter aujourd'hui. Je suis disponible pour toute question complémentaire, bien entendu. Que nous ne manquerons pas de vous poser. D'ailleurs, justement, une première question qui s'adresse à vous-même et à Madame Hérault, qui après, je crois, doit nous quitter pour une autre réunion. Comment s'articule le partenariat entre la région d'Aquitaine et Euclid? Il y en a un qui est simplement donneur d'ordre, comment ça se passe entre les deux partenaires? Entre la région d'Aquitaine et le cluster? On est idem, on est dans le collaboratif. En fait, le principe de base du fonctionnement du cluster, c'est de partir des problématiques communes que rencontrent les différents membres du cluster. Les différents industriels, parfois concurrents. On se met autour de la table, on réfléchit sur des problématiques communes, on imagine des solutions qu'on soumet au travers de fiches projets. Ces fiches projets font l'objet d'un traitement par notre chef de projet pour consulter notre réseau de PME et de start-up. Et derrière tout ça, in fine, pour la mise en œuvre du projet en lui-même, on établit des consortiums d'entreprises composés de membres du cluster Euclid. Et c'est à ce niveau-là qu'on se rapproche de la région pour proposer en fait la pertinence du travail collaboratif, les enjeux, aussi bien en termes de retombées économiques que de performance opérationnelle. Et la région Nouvelle-Aquitaine est à l'écoute. On a des réunions régulières de présentation de différents projets, toujours en présence régulièrement avec une présence régulière d'EDF, pour valider vraiment la vision commune entre les donneurs d'ordre et les membres. Et la région Nouvelle-Aquitaine se positionne par rapport aux intérêts globaux du projet. Donc, ce n'est pas une notion de donneur d'ordre, c'est vraiment du partenariat. D'accord. Donc, je peux laisser. Oui. Non, je peux laisser compléter Lydia Hérault, c'est le souhait. Oui, Madame Hérault. Non, c'est ce travail collaboratif qui est important. Et après, la région Nouvelle-Aquitaine, par ses politiques sectorielles, va suivre des startups ou des PME sur des développements spécifiques. Voilà. Et puis après, il y a un soutien au cluster dans un événement qu'il fait annuellement de mise en visibilité, de rencontre des acteurs, qui a eu lieu l'année dernière au mois d'octobre, où le président Rousset était présent d'ailleurs, pour montrer toute cette dynamique et toute cette innovation qui est portée par le cluster et par tous ses partenaires. Merci. Pour revenir peut-être une dernière fois sur Wedo, Monsieur Trabelsi,
Donc, si j'ai bien compris, Uedo s'est mise sur la dématérialisation des données. Tout à fait. Alors, est-ce que ça veut dire que l'innovation, ça passe forcément par la suppression du papier? Ah oui, c'est une excellente question, hein, à laquelle j'apporterai 2 éléments de réponse qui se passent en 2 temps. Le premier, c'est qu'une transition numérique dans notre domaine d'intervention ciblée ne peut pas se faire en mode off-on, hein, avec un basculement du jour au lendemain en 100% numérique. Donc, il est à mon sens indispensable que les systèmes numériques qu'on va mettre en œuvre soient en capacité de coexister avec les processus physiques existants, qui sont basés sur du papier, ne serait-ce que pour permettre une transition progressive et accompagner le personnel de terrain, hein, sur la transition papier-digital. Mais au-delà de cet accompagnement et de cette nécessité de coexistence pendant quelques années, de digitaliser pour digitaliser n'a pas grand sens, notamment si on digitalise des processus qui sont non efficients. Donc moi, je préfère parler de transformation digitale qui doit contribuer à la digitalisation des processus, mais également en intégrant les composantes innovation et excellence opérationnelle. Hein. Item et excellence opérationnelle qui pourra faire ressortir, qui fait ressortir la pertinence parfois de maintien de certains supports papier et ainsi concourir à une sobriété numérique équilibrée, hein, et éviter effectivement des consommations énergétiques parfois inutiles. Il vaut mieux revoir l'ensemble de nos processus, ne pas forcément transformer du papier en digital pour transformer du papier en digital. Donc on est vraiment dans le logique d'une transformation digitale avec une obsession de performance globale des processus. Voilà, donc, mais au-delà de ce point à vraiment prendre en compte, donc la transfo digitale, effectivement, Uedo intègre des réductions de consommation de papier assez significatives, avec une traçabilité de l'information très poussée. Enfin, et qu'on peut rajouter un point au niveau environnement, c'est que ça réduit aussi de façon significative la partie déplacement requis pour préparer une intervention, par exemple, sur site nucléaire. Je vous remercie. Donc là, une question d'un internaute qui concerne plutôt Madame Barbeau. Donc cette personne qui est peut-être père de famille veut savoir si vous avez des formations orientées nucléaires pour les bacs professionnels. Alors tout à fait, hein, pour un titulaire d'un bac, il existe le BTS environnement nucléaire, donc BTS EN, qui est proposé au lycée professionnel de l'Estuaire et au centre de formation multimétier de Reignac, en Gironde. Donc effectivement, après un bac pro, on peut s'orienter sur un BTS environnement nucléaire où là, on ne va faire que du nucléaire. Et environnement nucléaire, concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? C'est des gens qui vont travailler qui vont faire